On est une agence qui a l'idée, qui sait challenger la strat. Nous, le critère d'excellence d'un point de vue opérationnel là-dessus, c'est 15%. C'est-à-dire que 15% de ton trafic doit générer un lead derrière. J'ai vu dans les agences tout ce que je détestais dans le service. Prendre ses clients pour des cons, avec des strats bullshit, des PowerPoint bullshit dans tous les sens. On n'est pas là pour faire du beau. On est là pour faire de la perf. Mais à la fin, ça fait des vraies différences en termes de lead gen. Le vrai, je l'ai lancé, tu vois, il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, j'étais encore en free. Moi, je suis quelqu'un qui avance énormément avec mon cœur, mes tripes. Aujourd'hui, 70% à peu près de nos clients viennent par le bouche-à-oreille et les recommandations. En fait, on a trouvé des moyens de remonter sur du GSO et SEO et SIA en même temps, avec l'équivalent de peut-être 10 fois inférieur de ce qu'on devrait mettre en termes de publicité aujourd'hui, par juste les bons réseaux, les bons partenaires, la bonne manière de trouver cette croissance-là. Salut Tony, comment tu vas ? Salut Romain, ça va super à toi ? Ouais, j'ai entendu dire que tu étais en Espagne. Tout à fait. Tu fais partie de ces rares Bretons qui arrivent à bronzer en passant juste une fin d'après-midi en Espagne. Exactement, je suis fin d'après-midi, j'exagère un peu, mais c'est vrai que j'ai la chance d'être en Espagne pendant 2 semaines pour sortir du bruit parisien, faire un peu d'obs, de prod. Je suis clairement pas là pour les vacances, hein, mais ça fait du bien d'avoir un peu de soleil. Ouais, c'est la petite blague sur laquelle je t'ai lancé avant de démarrer l'enregistrement. Pour donner du contexte à nos auditeurs, Tony, pour moi, Tony, tu as été une de mes très très belles rencontres de ces derniers mois et de cette année 2025. Et c'est pour ça que je voulais enregistrer ce podcast. En fait, pour donner du contexte, on bosse avec toi et on bosse avec ton agence Leverage pour ma boîte qui s'appelle Fractional, dans laquelle on place des directeurs des opérations à temps partagé. On avait un gros sujet de lead gen. Et en bossant avec vous en quelques semaines, vous avez résolu ce problème de lead gen. Et ce n'est que le début, parce que il y a encore tellement de belles choses à faire. Et en fait, je me suis dit, ça pourrait être vraiment cool d'enregistrer ce podcast avec toi, Tony, parce que, et ça, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai retrouvé dans nos premiers échanges et puis dans notre collaboration cette précision, cette pédagogie, cette rigueur aussi autour du scale de la lead gen que moi-même je peux avoir de mon côté sur la partie structuration. Donc j'ai eu le sentiment d'avoir l'alter ego de l'autre côté de la pièce du puzzle, tu vois. Ça se passe en effet super bien sur Fractional et cet ADN que tu dis ici, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est ce qui fait ce que j'ai développé là, ces 8 des dernières années qu'on essaie d'emmener avec Leverage. Bah tout à fait. Alors du coup, tu vois, moi, on a pas mal échangé en off. J'ai encore pas mal de questions et je me suis dit, ok, autant cette conversation que j'allais avoir avec toi, que j'aurais pu avoir sur WhatsApp, on va lancer un enregistrement et on va en faire profiter toute la communauté Squared et Fractional. Et surtout que tu seras l'un de nos invités d'honneur pour notre prochaine rencontre Mastermind. Et voilà, le podcast, c'est l'échauffement. Et puis, on t'aura en chair et en os dans quelques semaines. Donc voilà, bah écoute, c'est marrant que tu aies partagé le fait que ça fait 8 années, alors tu as parlé des 8 ans, tu as une expertise, un savoir-faire autour de la lead gen qui aujourd'hui se transfère chez Leverage, mais moi je serais curieux que tu puisses aussi nous dire d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as pu monter une boîte comme Leverage, ce petit côté, partage ton histoire là, Tony. Ok, let's go. J'essaie de faire court quand même. Donc Tony Berthomé, j'ai 29 ans, je suis un jeune breton arrivé à Paris il y a quasiment 10 ans. Et je pense que j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneur. Très vite, j'ai vendu vraiment tout ce qui était possible autour de moi. Je voulais juste faire de l'argent, échanger avec des gens là-dessus. Et en fait, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur à 18 ans. Je faisais des sites internet, du community management, tout ce qui était possible. Et donc, c'était plutôt intéressant. Mais le vrai niveau de déclic a été mon premier gros contrat avec Google France. Oui, c'était assez tôt, mais en fait, j'ai été coach Google pendant quasiment 2 ans. Et là, est arrivé le moment où je faisais des formations, de la pédagogie, des salons. Où je passais dans les écoles pour former en marketing digital, alors que j'avais vraiment 20 ans. Et c'était absolument génial. Et ensuite, j'ai continué ce roadshow un peu sur les multinationales américaines, parce que j'ai fait quasiment 1 an et demi chez Microsoft sur la partie cloud et Azure, gestion de la publicité sur la zone IMIA. Donc, c'était vraiment une mission qui était exceptionnelle. À partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était génial. Les multinationales, c'est un très beau sur le CV, mais en réalité, je manquais d'impact en interne. La politique, les sujets, les budgets gérés par les agences. Et je suis parti donc aux États-Unis là-dessus, directement dans le cœur. Et c'est là où j'ai appris ce qu'est donc le growth, dont on va évidemment reparler. Et en venant en France, j'avais vraiment trouvé ma voie. C'était d'entreprendre dans ce milieu qui est le growth, la performance, mais 100% sur la génération de leads. Que ce soit sur tous les niveaux possibles, c'est ce que je fais donc pour mes clients aujourd'hui, ce que j'ai fait avant ça évidemment en freelance. Ouais, tu viens d'ouvrir tellement de portes que j'ai envie de saisir chacune des branches parce que j'avoue sur le CV,
Google, Microsoft à 20 ans. J'ai juste envie de creuser par curiosité cette expérience chez Google quand tu étais coach, c'est-à-dire en gros tu formais. Alors c'est peut-être pour ça que ce côté pédagogique que j'aime chez toi, ça vient de là, tu penses ou Je pense que ça vient un peu de là. Ouais, je pense que ça vient un peu de là. Déjà, j'ai une éducation plutôt maternelle, donc je suis l'aîné d'une famille où il a fallu pas les former non plus, mais en tout cas montrer des choses, avoir un peu patte blanche à certains niveaux. Et je pense que j'ai toujours aimé le fait de transmettre dès le début, dès très très jeune. Et à Google, pour moi, c'était une mission qui était exceptionnelle parce que mon rôle était de former vraiment des entrepreneurs, des étudiants et plein de monde là-dessus au digital. Et en fait, je pense que ça s'est développé là-dessus. Je me suis émancipé sur cette partie-là. Et donc, ces 2 ans et demi à peu près, donc le rôle de coach, c'était le suivant. C'était de créer vraiment tout un hub de formation sur ce qui est Google Digital Garage à l'époque, atelier numérique ensuite. On allait faire de l'éducation directement dans des toutes petites villes de province. Là-dessus, c'était pas du tout parisien qu'en école de commerce, c'était plutôt les universités d'une ville de 5000 habitants. Et c'était juste génial. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi à peu près. Et c'est sûr que sur un CV, avoir travaillé pour Google quand on fait de la publicité, c'était un vrai plus. Et ça m'a amené donc à Microsoft, où là, pour le coup, c'était beaucoup plus en interne, dans les locaux à Issy-les-Moulineaux, où là, c'était de la gestion publicitaire, type consultant, qui arrivait plus tard sur ce moment-là. Ouais. Quand tu dis que c'est la gestion publicitaire pour Microsoft, c'est tu gérais des campagnes Microsoft ou pour des clients Microsoft? Pour Microsoft en direct. Ouais. Pour Microsoft en direct, j'étais missionné par une agence là-dessus. Et en fait, petit à petit, je me suis très bien entendu avec les équipes là-dessus par le côté un peu franc-parler, challenge des agences là-dessus. On va revenir, c'est un peu, je pense, la genèse de Leverage, c'est toute cette partie-là un peu où quand j'ai vu des agences avec leurs clients à tous les niveaux bosser, j'avais cette patte un peu en interne de référent technique et opérationnel, même un peu strat sur la publicité. Et voilà, Microsoft, c'est des petits budgets à 50 000 €, donc c'était intéressant pour apprendre. Ouais, et donc du coup, ok, donc Google, Microsoft, et c'est à ce moment-là que tu te lances en free? Ouais, j'étais déjà en free à ce moment-là. C'est-à-dire que je travaillais en freelance, là-bas, Google et Microsoft. Faut savoir que pour rentrer en interne, c'est vraiment, faut connaître du monde et il faut avoir du top école. Donc là-dessus, ayant commencé beaucoup plus tôt sur cette partie-là, je l'avais pas encore. En fait, j'ai commencé freelance à 19 ans, donc j'étais encore pendant mes études. Et même pendant mes études, mon stage, je l'ai fait en freelance, et mon alternance, je l'ai fait en freelance. Donc j'ai quasiment jamais eu d'employeur là-dessus. Si c'est une startup qui s'appelle Comet à l'époque là-dessus avec Yoann Lopez d'ailleurs qui a fait une bonne activité derrière avec sa newsletter. Exactement. C'était la seule personne, je crois, qui a été un tuteur de quelque chose vis-à-vis de moi, et c'était un super apprentissage aussi. Et tu sais qu'on l'a reçu, mais c'est un truc de fou, on l'a reçu. Ah, t'as reçu Yoann ici? Il y a un an avant toi, tu vois, donc comme quoi, tu vois, trop marrant. Ouais. Non, Yoann, c'est un mec génial, hyper entreprenant. Enfin, et tu vois, d'avoir bossé dans une startup là-dessus, après justement cette expérience Google, Microsoft, ça m'a quand même montré que, j'avais plus d'intérêt à aller sur des boîtes où, évidemment beaucoup plus petites, mais où je pouvais avoir un impact beaucoup plus important sur le business, sur la lead gen, sur le chiffre d'affaires, sur la RR. Enfin, j'étais clairement à ma place ici. Bah tiens, là, tu me retends une perche. J'ai le sentiment, enfin moi je te mets l'étiquette de lead gen, mais c'est pas une étiquette de genre, c'est plus la spécialité, et tu en parlais tout à l'heure. Mais derrière aussi, la lead gen, c'est un impact sur les revenus. Et en fait, c'est des fois là où j'ai envie de comprendre aujourd'hui ton rôle, alors que ce soit ton rôle toi en tant que fondateur de Leverage ou même Leverage, les gens avec qui tu bosses là-bas. Vous êtes spécialisé dans la lead gen ou vous êtes aussi impliqué dans la suite finalement de la création de valeur pour la boîte? Tout dépend jusqu'où on va appeler création de valeur ici. En réalité, moi, la vocation ici, c'est de débloquer la croissance pour des boîtes. C'est vraiment ça. Pour débloquer la croissance, on va évidemment avoir une partie, on va dire, assez opérationnelle qui va être la gestion publicitaire. C'est une part importante aujourd'hui, quasiment 60% de l'activité de Leverage est sur du Google, du Meta, du LinkedIn, du TikTok. Et je vous passe toute la liste des plateformes publicitaires où on va et où on est aujourd'hui. De l'outbound, qui fonctionne pas mal pour la partie B2B là-dessus. Donc cold emailing, cold calling, et toute une partie avec les à côté, donc le SEO qui est assez important, et tout ce qui va toucher aussi à la partie stratégique. Et là, on parle notamment de go-to-market, de positioning, de messaging. Bon, on n'est pas une agence de branding qui va faire tout, mais on est une agence qui a l'idée, qui sait challenger la strat et comprendre finalement qu'avec certains tests publicitaires et certains positionnements, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres.
Et tu vois, très souvent, on va faire ce qu'on appelle du CRO, c'est le Conversion Rate Optimization, sur des sites internet. On va changer des petites choses, on va faire des quick wins, on va faire des modifications parce qu'on a vu que ça prenait bien sur nos pages et sur ce qu'on a fait. Et derrière, on va le dérouler avec vous. CRO, tu peux me le redire Ouais, CRO, c'est Conversion Rate Optimization. C'est l'optimisation des taux de conversion sur une page. A/B testing, c'est la même chose? L'A/B testing en fait partie. L'A/B testing, ouais, c'est ça. C'est l'une des résultantes de cette partie-là. Le CRO, finalement, pour faire simple, c'est transformer ton trafic en lead. Ouais. Voilà, aussi simple que ça. Nous, le critère d'excellence d'un point de vue opérationnel là-dessus, c'est 15%. C'est-à-dire que 15% de ton trafic doit générer un lead derrière. Que ce soit un lead sur une demande de démo, un téléchargement de lead magnet, une prise de rendez-vous. C'est les critères qu'on se met aujourd'hui sur nos landings. On est à combien sur Fractional? T'as peut-être pas l'info? J'ai pas l'info sur Fractional, exactement, mais je sais. À l'équipe. C'est Mathéo qui gère ça, qui gère cette partie-là chez nous. La vraie force avec Fractional, c'est la qualité des leads, pour le coup. Qui était un peu la peur qu'on avait au début. Et ce sujet, on débloque des leads, mais clairement sur des personnes qui n'avaient pas trop le besoin ou d'un budget qui n'était pas cohérent ici. Pour le coup, on est plutôt bon en génération de leads. Je pense qu'on est un peu en dessous quand même. On doit plutôt être sur du 8-10 dessus, mais avec un taux de transfo qui est très bon derrière. Donc, Bah ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu as débloqué la croissance et votre focus, c'est génération de leads. Maintenant, tu mentionnes effectivement que les leads, c'est une chose. Maintenant, la qualité et l'appétence à... in fine, vous voulez que vos clients ils génèrent du cash derrière. Donc, quelles mesures vous pouvez mettre en place pour vous assurer finalement d'avoir du lead de grande qualité? Ouais, clairement. Là-dessus, on a vraiment, pour connaître pas mal d'agences et de collectifs autour de nous, on a une vraie force, je pense, sur cette partie. En fait, faut que tu aies en tête que quand on parle de génération de lead, on parle d'un sujet chez les agences où, dans 70 à 80% des cas, une agence bosse avec de l'e-commerce. Donc, c'est des L'Oréal, c'est des Lacoste. Nous, comme on est concentré sur une petite partie d'un gros marché, en fait, on a une connaissance transversale qui est hyper forte et une profondeur qui est hyper forte sur les sujets qui touchent à la génération de leads. Et notamment, là, le sujet dont tu parles, c'est la data, la qualité des leads. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On suit tout le pipe commercial du trafic évidemment généré de la génération de leads jusqu'au closing derrière. Et ça passe par du setup dans HubSpot, dans Pipedrive, dans Salesforce et tous les CRM. On va faire donc une partie lead scoring dessus, donc pour voir la qualité des leads et les remonter directement dans les plateformes publicitaires. Désolé, il y a plein de... C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Non, mais c'est très bien. Moi, ce que j'adore, c'est de bosser avec quelqu'un et tu vois juste le résultat et puis en fait, tu découvres après coup les coulisses, la tuyauterie qu'il y a derrière. Exactement. Là, je monte un peu le capot et je te montre là-dessus. Ouais. Évidemment, il y a plein d'anglicismes, donc n'hésite pas, Romain, là-dessus, à me revenir dessus, comme ça, je peux le décrire. Donc, il y a cette partie lead scoring là-dessus pour voir la qualité des leads et là-dessus, selon le R1, R2, R3, ce qu'on appelle dessus, on va mettre des qualités de leads et une valeur différente. Comment ça remonte justement on fait des automatisations N8N, Make entre les CRM et les plateformes publicitaires. Et là, on fait juste remonter des valeurs macro. Il n'y a pas de RGPD, tout ça. C'est des valeurs macro où on dit le lead du 17 novembre à 7h03, c'est un lead qui a généré un MRR potentiel de 5 000 euros avec un taux de transfo potentiel de 60%. Donc, tu mets une valeur de X. Ça, c'est des choses qu'on fait. C'est pas du BABA là-dessus parce que souvent, ça se fait sur un CRM et le faire remonter sur des plateformes publicitaires, nous, c'est un vrai plus. Ouais, mais parce que tu vois, si je suis aussi curieux et je joue l'innocence, c'est que ça paraît d'une logique incroyable. C'est juste qu'effectivement, j'avais pas perçu que en fait, c'est une boucle de feedback finalement qui permet d'améliorer les campagnes. Tout à fait. C'est une boucle de feedback technique et opérationnelle sur lequel on ajoute derrière des sujets aussi de pure market. Typiquement, quand on génère un lead, entre le moment où vous allez l'appeler, où il va y avoir l'échange commercial, il va se passer parfois plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et à ce moment-là, nous, on lâche pas non plus l'affaire. C'est-à-dire qu'on a une partie de notre budget aujourd'hui, 10% qui va sur du retargeting sur les leads chauds. C'est-à-dire qu'on a déjà généré le lead, mais qu'on continue à faire tourner des campagnes dessus pour que ce lead chez vous soit transformé en client. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent c'est du sales warm ou des choses comme ça, sur lequel par la publicité, on fait de l'impression publicitaire sur des leads qui te connaissent et du coup qui t'oublient pas. Ouais. Imagine quelqu'un sur Insta, il voit le webinaire de Fractional, il se dit mince, c'est vrai que j'avais un devis à signer, ça lui revient en tête et en plus en même temps tu vas l'appeler 3 jours après, ça joue quand même. Ouais. Moi je le vois en tant que prospect, tu vois, il y a un gars qui me retarget sur des setups vidéo parce que je suis un peu geek de ça et je le vois et il y a sa formation qui est là, je fais bon, faut que je l'achète et puis tu sais genre je dois l'acheter mais genre j'ai pas le temps quoi.
Et il revient. Donc, je pense qu'il suit ta méthode, effectivement. Puis, alors, tu parles de 10%. Est-ce que tu as en termes d'attribution de budget, peut-être que ça varie selon les clients, mais est-ce que tu as des ordres de grandeur? Ça varie évidemment selon les clients, surtout sur les types de secteurs là-dessus, B2B, B2C, les enjeux de la société aujourd'hui. Si on est plutôt sur une stratégie bon père de famille où concrètement, faut pas brûler les budgets, il faut juste générer un CAC le plus faible possible et à la meilleure qualité. Mais dans la globalité, si on fait des grandes lignes, on fait du 10 à 20% de retargeting à peu près. Donc ça sur le bas du funnel. Autour de 10% de awareness, quand même, on en fait un peu. Awareness, c'est faire un maximum d'impressions publicitaires sur des personnes pour, finalement, et c'est un peu le sujet qu'il y avait sur Fractional, c'est qu'il y avait beaucoup de bouche à oreille, de réseaux, et ça tournait autour de votre écosystème. En fait, pour casser ça, il faut déjà chercher d'autres niveaux d'audience qui ne te connaissent pas du tout. Ni dev, ni d'adam. Pour ça, on fait de la vidéo bien placée qui va générer un trafic en quantité, pas nécessairement en qualité, mais la qualité, on va la chercher derrière par des campagnes plus tournées par du lead nurturing, par des livres blancs comme en avant, des guides, des choses comme ça. Et c'est là, en fait, on crée un cercle vertueux où on met du coup 10-20% en awareness, 10-20% in fine, et entre eux, du coup, 60 et 80% sur des campagnes pures à la perf, comme ce qu'on fait en génération DDC. Génial. Bon, je crois qu'on a déjà un peu ouvert le capot. Je te propose un tout petit peu de le refermer pour regarder la voiture. On va le réouvrir juste derrière. Okay. Tu as mentionné en tout début d'interview, tu parlais de Google, Microsoft, et c'est là où tu étais piqué par tout ce qui est growth, ce terme. Je crois que chez Leverage, vous qualifiez de growth partner. Il me semble que c'est le terme que vous utilisez. Ouais. Est-ce qu'il y a une spécificité ce terme-là, ou tout au moins cette position-là avec les boîtes avec qui vous bossez par rapport à, je sais pas, du conseil ou par rapport à un média buyer? Est-ce que vous êtes média buyer? Enfin, c'est juste pour voir. Moi, j'aime l'importance des mots, donc j'ai envie de comprendre growth partner, qu'est-ce que ça comporte quoi? Le diable se cache dans les détails. Et clairement, growth partner n'est pas du tout un détail. Ça revient un peu à la genèse de Leverage là-dessus. Moi, je l'ai monté parce que j'ai vu dans les agences, que ce soit sur des grosses multinationales ou des agences avec plus des projets plus petits, tout ce que je détestais dans le service. On va aller là, on va plus dans les sujets dits, mais clairement, c'est prendre ses clients pour des cons, avec des strats bullshit, des PowerPoint bullshit dans tous les sens. Et j'en ai vu énormément. Pour des clones Typiquement, c'est quoi le détecteur à bullshit quand on cherche à bosser avec une agence? Détecteur à bullshit. Des fois, il y en a plein, mais le premier point, c'est qu'on a un manque déjà de force de proposition et de proactivité d'une agence. On a une agence qui n'est pas un peu engagée stratégiquement, qui comprend pas vos enjeux et qui vous fait juste des reportings toutes les 2-3 semaines de voilà, on a dépensé tant, ça fait tant de clics, tant de leads, parce que c'est ce que Meta ou Google nous a dit. Là, clairement, on est un peu sur un signal où, on est sur du media buying, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, une vision qui est hyper opérationnelle. Ça semble bien marcher, mais en fait, quand tu sais pas du tout ce qui se passe derrière, tu retrouves pas tes leads dans le CRM, t'as l'impression que la strat, c'est la même depuis 6 mois. Tu sais pas trop la qualité des leads derrière, t'arrives pas trop à les retrouver. Et en fait, tout ça, c'est le sujet, on va dire, un peu media buyer qui fonctionnait peut-être très bien il y a 10 ans, Cash is King. On reviendra là-dessus parce que j'avais animé, il y a un peu moins de 10 ans, mais c'était il y a 7 ou 8 ans, je crois, une conférence à The Family sur le Cash is King. Ce qui est marrant quand tu connais l'expérience. Cash is King, ok. Cash is King, surtout dans The Family, c'était assez drôle. Maintenant. Mais tu vois, il y a ce sujet media buying où en gros, si tu restes uniquement sur de l'opérationnel, mais t'as pas la capacité de proactivité, de challenger la strat, c'est qu'il y a un peu un désalignement entre ce que fait l'agence et ce que vous voulez vous réellement. À savoir, faire grossir votre boîte, générer de l'acquise, des clients. Ouais. Il y a ce premier niveau. Et le deuxième niveau sur le bullshit. En fait, nous, on le voit sincèrement, je vais pas exagérer, mais en 30 secondes, tu me donnes accès à un compte manager Google Ads et Meta Ads. Je sais lorsqu'il y a des stratégies incohérentes là-dessus, quand il y a des fautes dans le copywriting, dans les ads, quand le sujet il est géré par un junior. Ça se voit en fait par l'expérience et ce qu'on fait ici. Et la meilleure manière de le détecter finalement sur cette partie-là, c'est quand on a un peu le sujet on retrouve où il y a un business manager, un compte manager qui change tous les 6 mois. Parce que oui, les perfs vont pas bien, mais t'en fais pas, on va te mettre quelqu'un de plus senior. Alors qu'en fait, il vient d'arriver, il est pas onboardé, il connaît pas le sujet, il a 15 clients en même temps. Et en fait, là, t'arrives dans un format où tu sais que tu t'y retrouves pas. L'agence en face de toi, elle comprend pas trop tes problématiques et s'intéresse pas trop à tes clients. Elle s'intéresse pas trop à ses performances, à part te dire que ça génère des leads
et on dépense du budget et c'est génial. Et que dès que tu veux faire des optimisations un peu strat, mettre à jour des LP, la première chose qu'on me demande, c'est d'envoyer un devis ou une facture. Et ça, moi, j'avoue que ça m'énerve particulièrement. Donc, le growth partner, c'est ça. C'est-à-dire qu'un growth partner, en fait, c'est ce niveau-là, c'est quand on commence à bosser ensemble, on se met déjà une directive de perf à atteindre. C'est ce que j'adore dans le growth, c'est cette partie data-driven, perf à l'état pur, où en fait, on sait à la fin ce que ça donne. À la fin, toutes les semaines, on regarde combien de leads on a généré, c'est quoi le coût par lead, et quels sont les leads derrière en termes de qualité et de rendu. Ça, tu vois, c'est différent de la publicité où, en fait, tu gères surtout des plateformes publicitaires, tu gères pas un pipe qui a été généré. Mais vous gérez quand même la plateforme. C'est-à-dire que c'est comme si le media buying était une des composantes du growth partner, c'est ça? Complètement. Mais au vu de l'évolution du media buying aujourd'hui, par l'IA, par les plateformes, la vraie force sur les 10 prochaines années se fera par la partie stratégique et l'implémentation de la data, avec toute l'intelligence de faire le suivi jusqu'au bout, plutôt que simplement dépenser du budget auprès de Zuckerberg, parce que Meta, c'est très simple à faire, et c'est beaucoup plus dur à monitorer. Mais juste pour la partie partner, je pense que le côté partner, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas une relation ascendant-descendant où on va vous mettre 2 semaines à vous répondre. C'est dire, on est engagés ensemble. On a une mission, c'est de débloquer la croissance en allant chercher tant de chiffre d'affaires et d'ARR. Voilà, on s'engage avec vous, on y va. On peut même prendre des incentives, tu vois, dessus et des sujets comme ça. Et c'est là où on se différencie, je pense, vraiment. Et c'est l'ADN que j'avais en freelance. J'ai vraiment mis dans la boîte et avec toutes les personnes qui font aujourd'hui, la qualité de l'accompagnement et des perfs qu'on arrive à avoir. Tu vois, le fait que tu te dises ça, le côté partenaire, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Enfin, je pense que c'est partagé, hein, Tony, mais oui. C'est que chez Square, on a vraiment cette philosophie-là. On a aussi le partenaire dans le sens où nous, notre mission, c'est que les entrepreneurs soient plus jamais seuls. Donc, on offre le réseau. On est vraiment à côté d'eux tout le temps, depuis des années. Fractional, c'est pareil, sauf que c'est la partie structure, bras droit. Et finalement, c'est que je le retrouve chez Leverage pour la partie growth. Et puis là, tu viens de mettre des mots sur ce que je ressens en bossant avec vous, c'est ce côté proactivité. Que ce soit dans les nouvelles opportunités de générer du lead, alors ça peut être tout simplement envoyé vers la landing page classique du site, mais après ça va être envoyé vers un diagnostic. Là, on est en train de bosser pour sortir un livre blanc. Donc toute cette proactivité, c'est vrai que ça, je l'avais pas. Je sais pas si tu l'as vu, mais il est exceptionnel, le livre blanc. Je suis parti du top 3 il fait partie du top 3 qu'on a sorti cette année. On en a parlé ce matin, c'est dans la to-do, la review. Ouais. Et il y a ce côté, effectivement, s'intéresser aux clients, en fait, le fait de comprendre c'est quoi le positionnement, c'est quoi la problématique, c'est quoi les enjeux prospects. Et ça, je pense qu'effectivement, si on fait juste du media buying à piloter des ads, il y a cette finesse finalement qui est manquante et qui se retrouve pas dans les résultats. Complètement. Et pour moi, c'est le plus gros sujet de recrutement. C'est-à-dire que il faut savoir que 100% de la partie perf, elle est en interne. C'est-à-dire que quand on travaille avec nous, il y a un perf manager ou un account manager qui vous accompagne, il est globalement senior et il est en interne. Et ça fait une vraie différence parce que c'est très compliqué. Et j'ai essayé par des freelances, par des collectifs. Quand tu dis en interne, c'est-à-dire salarié dans la boîte ? Salarié, ouais. Salarié dans la boîte. Et ça, c'est une différence avec des collectifs de freelance en gros qu'on peut avoir autour de nous. C'est qu'en fait, c'est très dur d'implémenter un ADN à un freelance. Ça fait 10 ans qu'il fait son métier. Il a ses méthodos, il a ses pratiques. Et quand tu mets différents freelances qui travaillent ensemble, qui sont pas nécessairement habitués à travailler ensemble et qui ont déjà 10 clients, en fait, tu t'en sors plus. Et c'est pour ça que le BP de Leverage, c'est vraiment, la core team, c'est en interne. On a des externes derrière, sur des parties ultra techniques. Mais qui sont gérés par l'account manager, perf manager. Par exemple, c'est quoi la technicité qui est pas un tracking, l'application mobile tracking, qui est assez technique dessus, qui demande pas mal de sujets, ou des sujets data ultra pointus, type Power BI, des SQL, des sujets comme ça. J'ai entendu ces mots, mais je vois la complexité. Non, mais du coup, ça peut être sur un HubSpot aussi, des sujets comme ça, mais c'est assez spécifique, en effet. Beaucoup aussi pour le tournage, la vidéo, les UGC, bref. C'est hyper intéressant parce que là, je vais peut-être sortir du thème de la lead gen en particulier et plus mettre ma curiosité sur Leverage et sur le fonctionnement parce que, en fait, Fractional, Leverage, on partage certains fonctionnements et c'est vrai que je me suis dit, OK, l'approche de Tony, elle est hyper claire dans ses valeurs, dans son fonctionnement quand tu es freelance. Maintenant, comment tu arrives à déployer ça dans une agence ? Tu vois, comment cette culture peut être déployée. Donc j'ai une des clés là, c'est de salarier des très bons profils, mais encore une fois, ça se fait pas comme ça. Donc comment justement vous assurez vous que cet ADN Leverage
puisse scaler, quoi. Parce que c'est un peu le sujet. Ouais, c'est sûr. Je vois 2 gros éléments de réponse dessus. Le premier, c'est évidemment la team. La qualité d'une agence et celle de la qualité des personnes qui la composent. Donc, en l'occurrence, les perf managers, les account managers, la partie creative studio. Une très bonne agence avec un mauvais performance manager est une mauvaise agence. Et c'est là où le vrai intérêt, c'est évidemment de recruter les bonnes personnes. Et le cas échéant, si ce n'est pas les bonnes personnes, de prendre des décisions rapidement aussi par rapport à ça. Cette année, c'est une dizaine, en tout, je pense, 15 recrutements sur un an en interne. Donc, c'était une grosse phase de, pas de scale encore, mais au moins de setup et d'avancer. Et voilà, trouver les bonnes personnes, des types, entre guillemets, A-players, il y a plein de process là-dessus. C'est des gros process de recrutement, premièrement. Et après, c'est là où le vrai sujet c'est l'onboarding. L'onboarding chez Leverage, vraiment, c'est le sujet sur lequel on s'est pas mal attelé avec l'équipe là, depuis 3-6 mois, notamment l'un des premiers qui est arrivé chez nous, sur faire en sorte que les personnes qui rentrent comprennent l'ADN, notre vision. N'est pas, par exemple, ce sujet qu'on voit très souvent dans des agences, même sur d'autres types de services. On arrive et dès le début, on est sous l'eau, on a 10 clients, 15 clients. En fait, ça ne peut pas fonctionner. Nous, tu as un mois un peu de cocon là-dessus. Si tu le dis de manière positive ou de bunker, si tu le dis de manière un peu plus ops, où en gros, ils ont genre des formations en anglais à suivre, des certifications à passer, du shadow de call et de people à faire, 3-4 jours en onboarding en physique dans les locaux pour voir un peu cette partie-là, la partie fit, la partie culture. Et en fait, c'est hyper important parce que ça nous permet d'avoir des personnes qui soient les bonnes personnes initialement, mais qui soient aussi bien encadrées, bien onboardées pour pouvoir eux aussi répandre la vision et l'ADN de Leverage sur l'accompagnement. Et ça, c'est le premier gros hub, c'est la partie recrutement people qui est clé, vraiment. Et la deuxième, c'est la partie process et méthodo. Tout ça se suit, ça se monitore, ça se challenge, ça s'améliore aussi. C'est sûr qu'une boîte de 5 personnes, 50 personnes, c'est pas les mêmes process. Et tu vois, typiquement là-dessus, la roadmap chez nous, c'est daily, tous les jours. On parle des sujets perf, ops, où est-ce qu'on en est. Daily. Quels sont un peu le matin. Daily, matin. Daily c'est genre, c'est all team, all hands, comme on dit. Et c'est à peu près 30 secondes, 1 minute chacun sur top Rio de la journée. Côté perf, creative studio, outbound, SEO, où chacun partage ses problématiques. C'est le premier niveau. Weekly, évidemment. Weekly strat, weekly ops. Weekly strat, c'est moi qui, en gros, j'emmène la vision tous les lundis matins. c'est quoi la vision de la semaine, les attentes, les sujets clients qui sont pas produits sur la semaine passée, qu'on a échangé un peu là-dessus et qui sont prioritaires à régler. Et en weekly ops, c'est pour le coup, l'articulation de la semaine en termes de priorisation de clients, priorisation des sujets, les points en retard à checker, les points à prioriser. Là-dessus, on a un close the week en fin de semaine où c'est le côté un peu plus cool, en mode on souffle. C'est vendredi. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quels sont les challenges sur lesquels on a été confrontés? Les problématiques un peu. Et en fait, c'est toujours cette vision qu'on a, que j'amène, c'est s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Constamment, en fait, on cherche des améliorations là-dessus. On identifie des problèmes, des solutions associées. Et derrière, évidemment, on fait en sorte de les set-up avec un odeur et toute une partie où on avance. J'aime bien ta phrase quand tu dis pas de problème, pas de solution, donc améliorons. Moi, j'ai l'inverse, c'est genre, c'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre là? Parce que des fois, on passe du temps à faire des choses, mais en fait, ça avance pas le truc. Tu t'es formé parce que je trouve que c'est la culture de boîte, elle est clean. Enfin, je veux dire, t'as des rituels qui sont bien. Ou c'est dans elle est clean elle est clean, mais ça s'améliorer encore quand même. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on aille encore plus loin, notamment sur les process, méthodos, outils, qui est le gros sujet, je pense, en ce moment là-dessus. Ça, c'est des process de boîte, mais les méthodos, c'est comment tu mets en place des automatisations, du checking, par exemple, sur des outils, si on a des pages 404. Il y a plein de sujets comme ça à traiter. Et du coup, là, les recrutements récents ont permis d'identifier des personnes qui ont le lead sur des parties un peu d'excellence opérationnelle, comme on l'appelle là-dessus, et qui permettent d'adresser un problème et de mettre en place la solution derrière qui a été évoquée. Quand tu gères une agence, tu gères des problèmes, clairement. Quand plus t'as de clients, plus t'as de l'humain, des problèmes. Et moi, j'adore ça. Moi, j'adore cette partie service et l'humain là-dessus. Donc, je pense que je me suis évidemment énormément renseigné, formé, coaché sur ces parties-là. J'ai beaucoup regardé ce que faisait Théodo, par exemple, sur le lean management, qui est très service, conseil, mais c'est un point d'excellence, tu vois. Ils sont réputés pour ça, bah oui.
Ouais, ils sont réputés pour ça et j'ai vraiment dû télécharger 3/4 de leurs ressources là-dessus pour regarder ce qui a été fait. Et après, j'ai aussi une vraie culture interne de m'améliorer constamment, le 1% better every day, d'être hyper clair aussi, transparent sur les problèmes de la boîte. J'en parle vraiment très souvent avec l'équipe pour me les remonter. Et en fait, ce côté transparent, parler des problèmes, ça permet d'éviter de décaler un sujet pendant 2, 3 semaines, un mois qui va devenir problématique. Donc, je me l'applique à moi-même et du coup, ça s'applique à la boîte Jessie. Je te propose qu'on retourne sur l'acquise, sur la lead gen. Et là, j'ai envie d'avoir ta vue 360 du marché aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des leviers d'acquisition, que ce soit en B2B ou B2C, qui explosent? Moi, j'ai envie de te dire 2026, ça sera quoi? Ta boule de cristal nous dit quoi? Le SEO est mort, vive le machin. Par exemple, s'il y a des choses des signaux faibles que tu vois, ou même des trucs sur lesquels vous êtes déjà en plein dedans avec l'agence. Oui. Non, c'est une vraie question. Je me la suis posée. On se la pose souvent, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça va très très vite. Je trouve que là, depuis 1 an, avec tous les outils, les méthodos, les sujets, ça va vraiment très vite. Je pourrais déjà commencer par dire que je parlais d'une conférence que j'avais animée il y a un petit moment déjà, qui s'appelait Cash is King. Et en fait, je pense que celle-ci est à l'opposé de ce qu'on est aujourd'hui. C'était il y a combien de temps, ça, que tu avais fait la conf? Faut que je regarde, c'était avec The Family, donc déjà The Family existait. D'accord, bon. ça nous donne à peu près des dates, ok. Ouais, c'est ça, je pense, il y a 7 ans, à peu près, 6-7 ans. Okay. Et en fait, Cash is King, c'était ce sujet-là, c'était plus tu dépenses, plus tu gagnes. Winner takes all, on y va, quoi. Ok, génial. Maintenant, on est plutôt, je pense, sur du content is king que cash is king. Et c'est là où il y a un premier point qui est un retour un peu basique. On a un creative studio en interne chez nous, et c'est pas du tout un hasard qu'une taille de boîte comme la nôtre ait une capacité de prendre 2-3 créatifs pour faire des livres blancs, des lead magnets, des guides, des landing pages, de la vidéo UGC, de faire du tournage. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que pour nos clients, il y a souvent un enjeu de performance évidemment, mais qui est souvent dû au fait qu'il n'y a aucun contenu derrière. Et je ne parle pas d'article de blog, je te parle du fait qu'il n'y a pas de témoignage client, il n'y a pas de cas client, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de simulateur, il n'y a pas vraiment de tout ça. Il n'y a pas de matière première. Et en fait, quand on arrive sur le site, déjà, il faut comprendre ce que vous faites, mais en plus, j'ai même pas envie de savoir concrètement et d'aller plus loin parce que j'ai pas de ressources qui me donnent envie. Et ça, c'est le premier sujet, c'est retour un peu au cash is king là-dessus. Imaginez, en fait, c'est un peu un sujet de se mettre à la place de vos prospects. On se met souvent à la place de ses clients en mode, je me mets à la place de mes clients, j'améliore mon produit, mon service. Mais si tu te mets 2 secondes à la place de ton prospect, tu arrives sur le site, tu me connais pas. Alors déjà, qu'est-ce que tu peux améliorer par rapport à ça? Mais surtout, si tu as un quelconque intérêt, comment est-ce que tu vas le mettre en place? Est-ce que tu vas directement faire une demande de démo alors que tu n'as pas trop compris ce qu'ils étaient, tu n'as pas trop le temps, mais tu veux juste, tu es juste en phase de recherche et tu veux comprendre ce qu'il en est. Tout ça, c'est des problématiques qu'on se pose quand on fait nos audits au début. On se met à la place du prospect, on challenge tout le funnel de nurturing et de rentrée. Et là, du coup, on va implémenter des trucs comme des quick wins sur le site, des démos, des lead magnets. Des fois, on fait même un truc, des pop-up, des choses comme ça. Mais c'est important de se mettre à la place de son prospect, de créer du contenu qui fait la différence, clairement. Par le site, mais aussi par les créas. Les créas, c'est bête, mais on a ce chiffre qui tourne dans les agences, on ne sait pas trop s'il est vrai ou pas, mais il n'empêche que les performances aujourd'hui sont drivées par les créas. 80% des performances, c'est ce qu'on dit souvent, je fais des gros guillemets. 80% on dit là, ok. Ouais, sont drivées par la créa. Donc en gros, tu peux avoir, par exemple, il y a 8 ans, 10 ans, tu lançais une campagne sur Meta, tu faisais un ciblage hyper fin, targeté, tu allais prendre des audiences, des job titles, des pages qui étaient suivies. Et en fait, très rapidement, on a commencé à faire ce qu'on appelle les white audiences. C'est qu'on met des audiences blanches, où on va cibler 40 millions de personnes, mais avec des push créa hyper forts. Par exemple, des créas qui vont directement s'adresser à la personne. Par le texte, par la description, par l'image, par la vidéo. Et en fait, en faisant comme ça, Meta, par la puissance de l'algorithme, et idem pour Google et LinkedIn, va pouvoir comprendre finalement les personnes qui sont intéressées, ceux qui ont les meilleurs taux de clics, les meilleurs taux de conversion. Et c'est là, du coup, on a une machine qui se met en place. En faisant ça, tu te rends compte que finalement, le rôle du perf manager, c'est pas juste un rôle de média buyer. Un média buyer, aujourd'hui, a très peu d'intérêt et on aura encore moins dans 5 ans. Le rôle du perf manager, c'est de comprendre comment débloquer la performance par la strate de contenu, l'intelligence du targeting et du funnel marketing qui suit derrière. Et ce qu'on fait en media buying, évidemment, il y a toute une partie gestion et optimisation qui, là, pour le coup, ne bouge pas, qui est hyper forte, mais la finesse stratégique au début est hyper importante. Ouais. C'est vrai que là, moi, ça fait
allez, 2 ans, 3 ans, que tu vois, tu te parlais content is king, est-ce que maintenant c'est pas creative is king, tu vois, peut-être. Ouais. Et il y a pas mal de choses pour être partagées par rapport à ça, c'est que moi, ce que je trouve vraiment cool chez Leverage, et c'est un add-on, mais je pense qu'en fait tout le monde devrait faire ça, c'est d'avoir un creative studio. Alors je sais pas si c'est une chance incroyable ou des relations qui ont fait que c'est en interne, mais en tant que client, et puis moi, niveau brand, je suis très très fin, quoi. Donc j'ai rien à redire, donc c'est propre. Mais en fait, c'est souvent ça le sujet. Quand on va travailler avec des médias buyers, c'est OK, je te pilote le truc, et puis après, voici un script à tourner, ou voici un. Et là, t'es là, mais je délègue déjà media buying parce que j'ai pas le temps. Et donc, moi, je trouve que c'est un luxe, mais peut-être ça va devenir même un standard sur lequel vous êtes. Comment ça fonctionne votre creative studio en interne, juste pour comprendre Tu vois, c'est étonnant, ça paraît être un standard aujourd'hui, mais pourtant, tous les agences ont fait vraiment le chemin inverse. Hein. Beaucoup d'agences, il y a 4-5 ans, avaient un creative studio en interne, très souvent. Okay. Et en fait, je pense, on part ici à le décorréler de la perf. On part ici, par exemple, à faire en sorte qu'elle puisse vivre un peu séparément. Et toutes les boîtes que tu peux imaginer, des bulldozers au Junto, passant par tout ça, ont eu des créatifs studios en interne. Bon, Bulldozer, c'est différent parce que c'est que des free. Mais l'ont eu et ne l'ont plus maintenant. Nous, si on a décidé de le faire, c'est parce qu'il y avait déjà une rencontre, c'est celle avec Caroline. Caroline, c'est le lead du Creative Studio. C'est une personne exceptionnelle là-dessus qui mène tous ces sujets, donc de ligne magnet, landing page, créa. Et clairement, son ADN, c'est la nôtre. Moi, c'est la mienne ici. C'est la qualité, la force du delivery et la finesse un petit peu en termes de justesse de design et de créatif. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment un standard. Avec Caroline, c'est quoi comment s'est fait la rencontre? Mise en relation avec un partenaire qu'on avait. Et ça s'est fait comme ça. On a travaillé pendant 2 ans en freelance ensemble, en freelance sous freelance. Et après, quand j'ai commencé à monter Leverage, j'ai travaillé avec nous sur Leverage. Et en fait, ça s'est fait naturellement comme ça. Mais oui. Non, mais l'enseignement aussi, c'est que quand c'est des rencontres aussi qui font après des fois une force assez unique sur le marché. Mais que ça se fait pas comme ça, genre faut regarder dans l'historique. J'allais dire, ça se trouve tu l'avais rencontré chez Google ou Microsoft, c'est pas le cas, mais bon, c'est un peu ça, ça fait longtemps. C'est hyper important cette partie-là. Et du coup, le Creative Studio, tu vois, son fonctionnement aujourd'hui, c'est que, pour prendre ta question juste avant, c'est qu'on a il y a une partie évidemment qui est équivalente de la perf. C'est-à-dire que le perf manager va définir les angles stratégiques et marketing à aller chercher, avec ce qu'il a vu chez des concurrents, avec ce qui a fonctionné sur une campagne il y a quelques mois, pour le répliquer ou pour mettre à jour finalement les créas. Et à ce moment-là, on a du coup toutes les semaines du coup avec le Weekly Ops et toutes les 2 semaines avec un Weekly Performance et une Creative Studio, ils échangent ensemble sur concrètement qu'est-ce qui fonctionne en ce moment sur nos clients, tous secteurs confondus. À chaque perf manager faire monter comme ça 3 ou 4 créas et contenus qui ont bien fonctionné pour informer le Creative Studio de ce qui fonctionne. Parce que nous, on n'est pas là pour faire du beau, on est là pour faire de la perf. Donc, si on fait un contenu ou un livre blanc, il faut évidemment qu'il soit beau, mais s'il est beau, c'est parce que ça performe mieux quand il est beau. Donc, tu vois, c'est plein de sujets qui paraissent hyper simples, tu vois, c'est bateau. Mais à la fin, ça fait des vraies différences en termes de lead gen. C'est une force qui est monstrueuse aujourd'hui et qui nous différencie énormément des personnes qu'on a en face de nous et des collectifs et des agences qu'on a. Tu disais tout à l'heure, peut-être qu'on revient, là tu parles des fondamentaux, un retour aux fondamentaux. Content is king, t'en parlais. Est-ce que là, des fois, on va parler d'organique, du contenu organique. Là, vous êtes sur du contenu du paid. C'est quoi ton avis sur les 2 stratégies qui sont peut-être pas, ils sont pas forcément opposées, mais comment vous voyez chez vos clients l'utilisation par exemple du contenu qui n'est pas monétisé, enfin pas monétisé mais paid? Ouais, on rejoint un peu là les différentes tendances qui reviennent aujourd'hui. Le reach par l'entreprise est caduque, n'existe plus. Publier via son entreprise sur LinkedIn, sur Insta ou quoi qu'il ne fonctionne plus. Quand tu regardes aujourd'hui les stratégies de contenu les plus avancées qu'on peut avoir sur le marché sont des stratégies founder-led. C'est-à-dire que c'est le CEO ou la personne référente sur cette partie-là qui va prendre le contenu. Et c'est là où on a une vraie force aujourd'hui, c'est la personnification un petit peu du contenu, l'identification entre ce que dit le CEO et ce qu'est l'agence ou ce qu'est le service ou le produit à côté. Et là, on a une vraie force parce que oui, c'est intéressant parce qu'on ne parle pas en fait d'une entreprise à ses prospects, on parle d'un CEO à son audience. Et c'est là où c'est excessivement fort. Et moi, je connais plein, tu vois, d'être Théo Lyon sur Kudak qui est très fort, qu'on regarde beaucoup de notre côté. Des Guillaume Aubet sur Lemlist aussi en B2B SaaS qui sont très bons. Mais en fait, c'est des personnes qui ont construit une communauté
par la qualité du contenu qui était généré, mais qui l'ont même pas fait premièrement pour des logiques business. Parce que si tu le fais pour des logiques business, t'arrêtes au bout de 2 mois. Sincèrement, c'est hyper dur la stratégie de contenu. Donc faut tenir dans la durée. Et le faire en organique est évidemment hyper intéressant parce que ça va te permettre de débloquer un petit peu là-dessus. Et nous, ce qu'on fait, tu vois, sur la publicité, le cas échéant, c'est qu'on va aussi prendre les top contenus en organique et les utiliser pour la publicité. Bon, on fait pas table rase. C'est un truc qui fonctionnait en organique. Clairement, on va le tester en publicité. Bah ouais. Je sais, nous, on a fait un podcast avec Fractional qui date d'il y a 2 ans, mais qui est vraiment un podcast pilier, et je sais que vous avez tapé dedans, recyclé et tout. Et c'est on l'a pas lâché celui-là. Ouais, on l'a pas lâché. Et le Founder-led Growth, ça me parle énormément. Moi, j'ai l'occasion d'échanger beaucoup avec Caroline Mignot sur le sujet. On lance même un mastermind sur le sujet du Founder-led Growth. Et puis, elle m'expliquait effectivement que pendant un certain nombre d'années, c'était le Product-led Growth, donc la croissance par le produit. Puis après, le Community-led Growth, par la communauté. Et là, on est dans cette ère où finalement, effectivement, prendre la parole, pas forcément sur ce que fait la boîte, mais sur une thématique, une inspiration et la boîte devient la solution, enfin, on build du trust, de la relation avec son audience, et après, la boîte vient comme une solution évidente lorsque le problème émerge. D'ailleurs, toi, tu as une stratégie de Founder-led Growth, parce que je te vois un peu sur LinkedIn, mais comment t'avances là-dessus? Tu connais la phrase « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». J'aime on sort tellement un podcast, celle-là, non, j'ai botte en touche. Mais tu vois, c'est un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous, enfin, le vrai, je l'ai lancé, tu vois, il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, aujourd'hui, enfin, il y a 1 an et demi, j'étais encore en free. Donc, tu t'en doutes qu'en 1 an et demi, j'ai eu énormément de sujets à setup, à mettre en place. Et la stratégie de contenu n'est pas la priorité encore. Évidemment, on a eu le site, on a eu une stratégie sur LinkedIn. Mais là, c'est le gros sujet sur 2026 et premier quarter. C'est des sujets de newsletter, podcast, vidéo, sur lequel, évidemment, je vais avancer dessus parce que c'était obvious de le faire. C'est juste qu'il y a un temps pour tout. Et que j'ai d'abord un temps strat et opérationnel pour lancer la machine. Maintenant, j'ai entièrement confiance envers la team. Et moi, je vais pouvoir me concentrer aussi donc, sur cette partie de création de contenu. Ouais, c'est un super conseil que tu donnes. Le côté, il y a des saisons dans le business. Et parfois, tu vois, on va sauter sur l'objet brillant et tout, mais de se dire, OK, il n'y a pas d'objectif ambitieux, des fois c'est les deadlines, genre juste ok, c'est pas le moment, on fera ça plus tard. Là aujourd'hui, leverage, l'acquisition se fait essentiellement par bouche à oreille. Parce que tiens, je t'ai pas dit, mais je crois que j'ai entendu parler de toi de leverage, mais c'est sûr, même par Super Capital, avec Corentin, Fred et Thibaut. Donc c'est essentiellement bouche à oreille aujourd'hui, ou vous avez aussi, du coup, est-ce que le cordonnier est bien chaussé aussi en termes d'acquisition payante? Ouais, très bien. Donc, pour le coup, aujourd'hui, 70% à peu près de nos clients viennent par le bouche à oreille et les recommandations. C'est une vraie victoire. Déjà, ça montre que on est bon en termes de qualité, d'accompagnement. Nos clients restent, vraiment, nos clients ils restent, ils nous recommandent. Donc c'était hyper important pour nous déjà de valider cette partie-là, qu'on n'ait pas des clients qui partent au bout de 2 mois par insatisfaction d'accompagnement et de performance. Donc c'est très bien. Maintenant, il faut aussi dire que le bouche à oreille, les mises en relation sont un peu un opium. C'est-à-dire que c'est très bon, c'est très bien, mais en fait, tu es dépendant de quelque chose. Et si tu n'arrives pas à en sortir, c'est pas que ton business va s'écrouler, c'est pas ça non plus, mais tu vas tourner quand même sur une croissance plutôt flat là-dessus et tu vas pas pouvoir débloquer ta croissance. Nous, c'est des sujets qu'on trouve très souvent chez nos clients. Et pour débloquer la croissance là-dessus, il y a des logiques pour tout. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un peu des sujets de comprendre un peu quel est ton sujet business du moment. Et moi, je suis quelqu'un qui avance énormément avec mon cœur, mes tripes, dans ce que je fais. Je sais que la business du moment, c'était déjà une partie de remettre à plat les ops, le site internet. Maintenant, je vais pouvoir m'atteler sur la partie strat de contenu. Et pour répondre à ça, aujourd'hui, donc, on a 70% sur les recommandations. Ça baisse un petit peu parce que du coup, on a activé les autres qui sont la publicité. Déjà, on a trouvé une petite martingale en publicité. Je la partagerai pas ici, mais on arrive à... client. Ouais, c'est ça. En fait, on a trouvé des moyens de remonter sur du GSO et SEO et SIA en même temps, avec l'équivalent de peut-être 10 fois inférieur de ce qu'on devrait mettre en termes de publicité aujourd'hui, par juste les bons réseaux, les bons partenaires, la bonne manière de trouver cette croissance-là. Et ça, tu vois, GSO, tu peux rappeler ce que c'est, GSO? GSO, pardon, c'est du SEO sur les moteurs de recherche en IA, ouais, exactement. Ouais, donc OpenAI, etc. Ouais. Et ça, on l'a débloqué. C'est à peu près 2 000 euros, entre 2 et 3 000 euros de budget qui partent dessus tous les mois. En 3, l'autre bande.
L'outbound, c'est le fait d'aller contacter les bonnes personnes dans les bonnes entreprises avec le bon message, la bonne thématique. On le fait pour nos clients, donc on se l'applique aussi pour nous. On teste des choses, on teste des approches et l'outbound fonctionne très très bien aujourd'hui. C'est le hub qui a pris le plus en termes de génération de leads pour nous en tant qu'agence de service growth perf sur les 2-3 derniers mois. Ok. Aujourd'hui, voilà comment on a fait. Hyper intéressant. Des événements aussi, tu vois. On parle pas des événements, mais des fois ça marche bien. Justement, déjà, on va creuser ces sujets-là pendant la prochaine rencontre Mastermind où tu seras notre invité. Plaisir. Voilà, je tease aussi. Parce que ça, c'est les discussions qu'on a en off à table. Voilà. Ouais. Et donc, les événements aussi, donc tu interviens, c'est ça? Ouais, l'événement, on intervient. Moi, je suis pas un adepte des gros événements. Ça me prend beaucoup trop d'énergie. Tu vois, j'ai fait Vivatech cette année, il m'a fallu une semaine. Par contre, j'adore les événements privés, les déjeuners, les soirées plus privées comme ça, où en fait, t'as un cercle beaucoup plus restreint de personnes beaucoup plus qualifiées. Et c'est là, aujourd'hui, on met notre budget event, entre guillemets, qui part beaucoup, c'est peut-être 3 ou 5 000 à l'année, sur des événements où on va, essentiellement événements parisiens, d'ailleurs, là-dessus, et on va trouver des prospects, même clients plutôt intéressants, généralement. Là, on a commencé à toucher un peu l'IA clairement dans la lead gen, c'est un sujet. Donc, moi, j'ai envie de te poser 2 questions. Déjà, c'est quoi les vraies opportunités là aujourd'hui que vous appliquez pour les clients, et aussi est-ce qu'il y a des dérives? Parce que moi, j'aime bien avoir les 2 côtés de la pièce. Ouais. Comment vous gérez ça, l'IA? Interne, externe. Il y a déjà un sujet sur l'IA, c'est qu'aujourd'hui, l'IA va excessivement vite. Je l'apprends en personne, mais il y a un peu un côté FOMO en ce moment sur l'IA. Fear of missing out. On voit des nouveaux outils qui sortent tout le temps, des nouveaux sujets qui sortent tout le temps. Donc nous, en tant qu'agence, c'est sûr qu'on est hyper alerte de ça. On les regarde tout le temps, on les teste tout le temps. Enfin, on a des sujets de test là-dessus sur les outils. Vous avez un process pour maintenant, ça? Pour repérer les... On a moins de process. On a surtout moi, je suis très newsletter là-dessus. Voilà, tu es très geek. J'ai plein de newsletters là-dessus. On a des Slack, des canaux Slack. On identifie tous les newsletters, tous les sujets qui ressortent. Je fais partie de la veille dessus. Ouais. Mais c'est suffisant aujourd'hui. Mais en tout cas, sur l'IA, voilà, il y a le sujet Fear of Missing Out. Je vais un peu sur le dernier outil à la mode. C'est bien de le faire, mais il faut quand même... Trop souvent, j'ai eu un échange hier avec quelqu'un qui voulait faire un setup sur N8N. Je sais pas si tu vois, c'est un outil d'automatisation comme Zapier, Make, où tout passer sur N8N, faire de l'IA, de l'automatisation dans tous les sens. Et quand tu regardes la culture de boîte, no offense, mais c'est des sales de 35, 45, 50 ans, habitués à Salesforce. Clairement, avant de les mettre sur un outil type N8N là-dessus, de faire des automatisations en IA, il va vraiment falloir une partie de culture en interne et de process. Et nous, c'est le sujet-là qu'on a avec l'IA, c'est ce niveau. Il y en a plein dans tous les sens et c'est important de les tester. Dans ce qu'on a sélectionné aujourd'hui, nous, il y a Lovable pour démarrer. Ouais. Lovable, c'est un outil de création de pages et d'apps à partir de prompts. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment, vraiment excellent. Lovable, ça permet en fait de transformer une idée, une itération en quelque chose de plutôt physique et réel sur un site. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, ça permet de transmettre des idées et notamment des briefs. Tu vois, on peut les faire sur Lovable. On fait un brief sur Lovable pour comprendre un petit peu le contenu, ce qui est fait dessus. On envoie sur Figma pour le design et à l'intégration sur Webflow. Et ça, on gagne du temps parce que... Tu utilises ça, surtout? Ouais, Creative Studio, le Perf Manager, c'est sur le Perf Manager, puisqu'en fait, c'est lui qui va gérer la partie copywriting là-dessus. Il sait à peu près ce qu'il faut mettre. Ouais, il crée le brief là-dessus, il fait sa V1 sur Lovable, il l'envoie. Et derrière, en fait, ça permet d'avoir une première couche. Bon, d'un point de vue design, c'est moche. D'un point de vue design, c'est moche, mais au moins, ça fonctionne là-dessus. Ouais. Donc, Lovable, on le garde pour les LP. Je conseille à chacun là-dessus qui veut un peu tester son site, des nouvelles approches, de voir un peu ce que ça peut donner avec Lovable. Le deuxième, c'est Cursor, qui a fait une levée monstrueuse là récemment. Cursor est très très fort pour les lignes magnets. Les lignes magnets, pour rappel, c'est tous ces sujets de livre blanc, white paper, simulateur. C'est pas nouveau, ça existe depuis très très longtemps. Mais le fait est qu'aujourd'hui avec l'IA, tu peux le faire en quelques jours, quelques heures. Faut pas trop rêver non plus, ça prend du temps d'itération et en automatisation, ou alors une journée complète évidemment. Mais Cursor fonctionne très bien sur la partie lignes magnets. Alors, en deuxième, après. C'est les deux qu'on utilise ici. Après, nous, on est très Notion en interne. Et en fait, j'ai fait un choix là, un peu avant l'été où on avait beaucoup de sujets d'ops, c'est que j'ai passé le Notion AI pour tout le monde. Parce qu'en fait, on avait un problème, c'est que là, tout le monde avait une demande d'IA. Donc, j'avais 3-4 outils, d'écoute téléphone, d'écoute pendant les calls, les appels, de prise de notes d'un côté. Et en fait, ça demandait un énorme bourbier, ça faisait n'importe quoi. J'ai tout arrêté. J'ai fait 2 choses.
OpenAI, compte pro pour tout le monde. Pas compte pro, compte payant. Parce que le compte pro est à 200, le compte payant pour tout le monde. Où on crée donc des GPT par client. C'est un point qui est hyper intéressant. On a un GPT fractional. Je suis vraiment plein dedans. Je suis content de faire cette interview avec toi. On pourra échanger si tu veux, Romain, mais je peux te le montrer. On a un GPT fractional sur lequel on a toutes les infos liées à l'ICP, le persona, la manière de pitcher, le positionnement, le messaging, nos campagnes, le copywriting. En fait, on met tout dedans et c'est un peu, tu vois, notre sparring partner entre le perf manager et le sparring partner, entre le creative studio et le sparring partner. Parce qu'en fait, en plus, c'est partagé entre tout le monde, donc ça permet vraiment de mettre tout ça. Et ça marche très bien. En plus, dedans, moi, j'ai mis des instructions, genre vraiment full ADN leverage. J'ai mis tous les docs, les méthodos, la manière de bosser. Tu t'es inspiré de qui? Il y avait 2 Américains que je suivais cet été. J'ai plus les noms. Thiago Forte, ça te parle? Non? T'as regardé un peu ce qu'il faisait? Ouais, ça me parle pas comme ça. Mais du coup, cette méthode-là, je trouve qu'elle est hyper carrée, structurée. C'est ce que j'entends. Tu l'as fait au nez ou où est-ce que tu as pu t'inspirer pour ça? J'avoue, vraiment, comme je disais tout à l'heure, moi, je sens les trucs. Je suis pas devin, mais je fonctionne énormément en trip et au cœur. Et quand j'ai un sujet, je sais que je dois y aller et je vais vraiment m'enfermer 4 heures d'ops et je vais tacler le sujet, quoi. Oui, je pense que j'ai regardé. Pour créer un GPT de team, c'est plus de 4 heures que tu passes pour ça. Ouais, mais j'avais déjà fait avant. Fait avant en free, j'ai déjà fait sur des sujets différents et en fait, j'ai juste pris mes connaissances à droite à gauche, je les ai mis dans des GPT. C'est encore améliorable aujourd'hui, mais le fait est que là, toute l'équipe a son GPT par client et même on a même des GPT maintenant et des agents IA. Ça commence à bouger là-dessus avec du coup des N8N, tout ça, sur du copywriting, sur du go-to-market, du positioning. Ça commence à être vraiment, vraiment intéressant. Et ça, nous, on est vraiment très OpenAI aujourd'hui. En fait, le fait d'être backé sur OpenAI nous permet d'éviter ce truc du nouvel arrivant ou FOMO, où au moins, pour l'instant, on a mis toutes les ressources dessus. Et peut-être que dans un an, on changera, mais en l'état actuel, c'est encore le premier, c'est pas le meilleur sur toutes les problématiques. Mais disons que pour 90% des sujets qu'on a aujourd'hui, il est très, très bon. Bon, à part comme hier où il était off. Ah, d'accord. Ok, ok. C'est pas sûr. Et ça, c'est le sujet sur l'IA. Et juste pour en donner un dernier qu'on utilise, c'est Notion. Notion AI là-dessus, pour nous, c'est révélateur. Et là, on parle un peu des secrets d'agence pour le coup. Mais on utilise Notion AI pour toute la prise de notes de meeting, les comptes rendus et même les briefs, et toute la partie ops en interne est quand même backée par Notion AI où en fait, c'est intégré à Notion. Comme nous, on a une Notion comme chacun avec des structures par client, par projet, par tâche. Le fait Notion a accès à tout, donc on peut lui demander par exemple un résumé de meeting qui répond à un projet et de détailler les tâches associées avec le honneur et la date de rendu. Vous mettez les calls de vente aussi dedans ou pas? Je mets les calls de vente dedans, ouais. Même si pour les calls de vente, je trouve qu'il est un peu en dessous. Je me tâte à repasser sur un autre dessus. Okay. Tu sais, les calls de vente, tu as besoin de plus d'exhaustivité d'informations quand même. Faut tous les petits détails, t'as envie de les avoir. Et Notion, il a peut-être un côté plus, il est bon pour formaliser, centraliser, mais moins pour cette partie exhaustivité. Alors, tu vois, c'est marrant quand je dézoome tout le sujet AI, c'est vraiment de l'efficience de boîte dont tu m'as parlé. Et au final, tu vois, j'étais en train de me dire, est-ce que l'IA purement pour les créatifs, par exemple, alors oui, finalement, vous l'utilisez parce que tu vois, le studio l'utilise pour Lovable, notamment pour les landings ou ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois plus sur les stratégies de lead gen où l'AI serait impliquée? Sur le Creative Studio, j'en parle pas parce qu'aujourd'hui on le fait pas trop en termes d'ops, c'est pas des choses que je recommande partout aujourd'hui. On fait par exemple des avatars vidéo là-dessus. C'est hallucinant, vraiment. C'est hallucinant. On a fait des tests, c'est impressionnant. On a fait du sample de voix pour des différentes langues là-dessus. Ça, je l'ai fait en prospection notamment. Donc, avait quasiment signé un client là-dessus avec campagne européenne là-dessus. Il savait pas trop comment sous-titrer. On a pris une vidéo, on l'a samplée, on a traduit en toutes les langues. Ça, c'est super fort. Et donc, il y a plein de choses un peu nouvelles qui se font aujourd'hui. Donc là, nous, ça dépend vraiment des sujets, des priorisations sur lesquels on va. Mais ouais, le Creative Studio, en fait, t'es obligé de suivre l'IA. L'IA, j'avais entendu là-dessus, c'est Fred, je crois, de Fred & Fari, qui est une grosse agence en branding, en design, qui avait retenu cette phrase. J'avais retenu cette phrase, c'est if you can control it, embrace it. Je crois que c'est ça. L'IA, tu peux pas lutter contre. C'est-à-dire que c'est de mieux en mieux, c'est de moins en moins cher, c'est de plus en plus efficace. En fait, c'est juste un obvious qu'on y aille et qu'on naturellement on en est de plus en plus dans notre quotidien.
En fait, c'est soit tu... Tout à fait. Eh oui. c'est soit tu y vas à 200%, enfin 100%, tu regardes les sujets, et c'est là où du coup tu vas avoir un intérêt, tu vas comprendre comment l'implémenter dans ton quotidien, dans ton business. Ou soit pour le coup, tu n'y vas pas et tu peux être sûr que d'ici 2 ans, même pas 10 ans, mais d'ici 2 ans, tu vas vraiment avoir un retard opérationnel et strat sur ce qui est fait. Franchement, c'est déjà le cas. Ouais, je pense que et donc non mais moi je trouve ça hyper inspirant, tu vois. Alors je pensais pas que on allait discuter IA, et je sentais, parce que tu sais, quand t'es client, tu vois que c'est bien rodé le Notion, tu vois que c'est fluide. Ouais. Tu te dis comment tu arrives à faire autant en une semaine, donc forcément il y a du leverage, et c'est le cas de le dire. Mais quand je sais maintenant que c'est vraiment une approche vraiment systémique de comment on peut fluidifier tout ça, mettre de l'IA et tout. C'est hyper inspirant pour n'importe quelle boîte en vrai. Hein. Donc, je te remercie du partage. Tiens, question. Toi qui bosses avec pas mal de CEO, dans tous les cas de clients CEO, c'est quoi les meilleurs clients? C'est-à-dire, en gros, comment on se comporte quand on bosse avec une agence pour que on s'assure d'avoir les meilleurs résultats? Enfin, tu vois, comment on peut être le bon partenaire du coup du growth partner? Ouais. C'est marrant que tu poses cette question-là. Récemment, on a eu un sujet un peu, tu vois, on a souvent des sujets de c'est quoi la meilleure personne chez nous, sa scorecard de la personne idéale. On l'a fait aussi là sur des clients, parce que tu t'en doutes, on fait attention à notre churn, à les qualités de l'accompagnement, mais des fois on a des clients qui correspondent pas du tout à cette partie-là. Et du coup, on se pose la question de c'est quoi un bon client pour nous, c'est quoi quelqu'un avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie vraiment de mettre de l'énergie, du temps et de l'humain. Et donc on arrive du coup sur ce qu'on a défini aujourd'hui. C'est premièrement quelqu'un qui globalement sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quoi ton pain, le pain auquel tu veux qu'on résoudre aujourd'hui? Est-ce que c'est de débloquer ta croissance et de sortir du bouche à oreille? Est-ce que c'est de mieux gérer ton coût par acquisition parce qu'il s'est un peu envolé récemment? Est-ce que c'est, tu vois, départ en congé maternité, il faut juste assurer que ça gère et on prend une mission 6 mois et après c'est terminé. Et c'est bien de savoir le pourquoi est-ce qu'on intervient. C'est quoi finalement pour toi? Ce sont les questions que je pose, mais aussi les questions que je pose à l'onboarding. C'est qu'est-ce qui ferait que cette relation ensemble soit réussie à la fin de la collaboration ou dans 1 an, 6 mois. Et ça, c'est important, le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Et l'équipe le sait. C'est-à-dire si c'est marqué, je prends un exemple congé maternité parce que c'est normal aussi. Mais si un exemple congé maternité, mission de 6 mois et après transmission des sujets de formation, c'est marqué dès le début. Ouais. Ça, l'équipe est parfaitement au courant de ces sujets-là et ça change un peu la posture, la manière de travailler, la partie formation, monter en compétences après. Donc il y a cette première partie. La deuxième partie, c'est quelqu'un ou une personne qui sont en capacité aussi de s'impliquer quand même. Quand on demande de l'implication, c'est pas demander 3 jours par semaine. 3 jours, même 3 heures par semaine. On est conscient qu'il y a plein de sujets à gérer quand on est CEO, Dear Market, Head of Sales d'une boîte, et que nous on intervient, comme tu l'as parfaitement dit tout à l'heure. T'as pas besoin de savoir ce qu'on fait théoriquement de 9h à 19h. T'as pas besoin de savoir tous les tenants, les aboutissants, ce qui se passe sous le capot. Par contre, tu veux savoir que ça avance, et nous on aura besoin de toi pour nous dire globalement si ça va dans le bon sens ou pas. Là-dessus, on attend juste une implication en termes de validation. Et on l'a eu avec vous, il y a eu du challenge, il y a eu des sujets où vous étiez un peu en mode, là, c'est les qualités des leads un peu moins bonnes. Et cette transparence, tu vois, elle est vraiment, vraiment super importante. Je préfère, tu vois, j'ai tous les mois, j'ai mes clients au téléphone, donc je les appelle, je regarde un peu ce que ça en est en termes d'accompagnement. On a cette question un peu, qu'est-ce qu'il en est en ce moment, si tu as des sujets à nous transmettre. Et le niveau de transparence et d'implication, je pense qu'il est vraiment, vraiment important dessus. Et ça, c'est les bases dont on a besoin. Il y en a un dernier, c'est plus le bonus, on va dire, c'est la partie ambitieuse. Une boîte ambitieuse, clairement, c'est ce qu'on adore. C'est des personnes qui n'ont pas peur aux changements, aux itérations, de lancer des choses et qui ont juste envie, c'est de grandir, de faire de mieux en mieux, de devenir leader de leur marché, post-levée de fonds ou même si c'est entièrement sur fonds internes. Et ça, c'est des clients avec qui on adore travailler, qu'on a totalement retrouvé chez vous sur cette partie-là. Ok, c'est le parc d'attractions, quoi. Tu peux tout faire avec le terrain de jeu, il est infini. C'est ça. Mais avec une finalité de faire de la perf, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on a des nouvelles idées, ce sera pas directement gérer des campagnes méta, quoi. Donc je pense que c'est ces 3 niveaux qui sont importants là-dessus. Ok, écoute, trop bien. Tony, moi je pense que j'aimerais, si c'est ok pour toi, juste terminer ces échanges qu'on a ensemble, mais genre qui a tellement de valeur quand je te disais que ça allait être l'appetizer des partages que tu allais nous faire lors de la prochaine rencontre Squared. Je pense que c'est même pas un appetizer là, tu nous as déjà déroulé un bon menu. Mais moi j'aimerais te poser, donc on se voit dans quelques semaines avec les membres du Mastermind Squared. T'as prévu de nous partager quoi? Est-ce qu'il y a des choses là que tu nous as pas dit dans le podcast
que tu pourras nous teaser pour cette prochaine rencontre? Oui, évidemment, j'ai pas tout dit ici. On est resté quand même sur. Il y a certains sujets, tu vois, on aurait pu rien prendre 1 heure sur certains points. Notamment, on n'a pas beaucoup mentionné le niveau de la data, le niveau de la finesse dans le suivi, dans le reporting, dans plein de choses. Ce dont on n'a pas parlé, ce qui sera plutôt au menu, on va dire, de la conférence là-dessus Mastermind, il y a un premier niveau de un peu de déblocage mental sur comment est-ce que je sors de tous mes acquis là-dessus, sur la manière dont a fonctionné ma boîte jusqu'ici, la manière dont j'ai généré des leads, la manière dont ça fonctionne un peu autour de moi. Et là, c'est un peu des sujets je vais montrer des exemples de qu'est-ce qui fonctionne un peu ailleurs et tu ne l'aurais jamais deviné que ça fonctionnerait comme ça. Et là, je vais donner des exemples concrets que j'ai vus en externe, qu'on voit sur la boîte aussi, où on va concrètement donner des idées de ça a marché, alors qu'on n'aurait jamais mis 1 euro dessus, quoi. Donc un peu un sujet de déblocage mental pour démarrer, pour globalement montrer qu'on va aller sur des sujets un peu deep dessus, et vraiment assez challengeant. Et tu sais, l'inspiration, la modélisation, c'est pile poil ce qu'on fait dans les masterminds, c'est d'aussi ouvrir entre guillemets les chakras et de dire, tu sais, là, si tu regardes là, tout l'œillère, il y a ça qui est possible. Après, ça marche ou ça marche pas pour toi, mais souvent quand même ça inspire. Ok, donc premier sujet, deuxième sujet. C'est la main dans cette phase-là, tout à fait. Et le deuxième sujet, donc au-delà de cette partie un peu ouvrir vos chakras, c'est le niveau roadmap. Concrètement, une fois qu'on a identifié la problématique, comment est-ce qu'on déroule sur vraiment ces 3 jours, 30 jours, 3 mois, 1 an. Et là-dessus, on a des vrais méthodos de scale. C'est-à-dire que le scale, c'est de débloquer la croissance d'une boîte sans exploser son budget, en réduisant le coût par acquisition par lead et en augmentant la lifetime value par client. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on fait. Et pour ces sujets-là, on va vraiment hyper loin. Parce que comme tu l'as dit, on n'est pas un media buyer, on n'est pas une agence qui se cherche juste des campagnes sur Meta. On est une agence qui fait de la perf, qui génère des leads et qui va vraiment jusqu'au bout, du moins au maximum de ce qu'on peut aller aujourd'hui sur cette partie-là. Et là, on va dérouler une roadmap du coup en prenant essentiellement un gros use case plutôt que 5 ou 10, où on va emmener donc tous les sujets qu'on a pris. Fractional fera évidemment partie des sujets qu'on mettra en avant là-dessus parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire dessus. Et on en prendra un peut-être plus sur des phases de scale avec plus d'historique encore dessus pour donner un exemple. Ouais. Ça, on aura 2 phases un peu différentes. Et le troisième, c'est de dire, en gros, tout ça c'est très beau, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Et là, c'est la partie un peu plus bosser ensemble, leur donner concrètement les lignes directives sur les prochaines heures, les prochaines semaines sur lesquelles batailler, travailler, pour ensuite voir comment avancer sur ces sujets-là. Ouais. Et ça sera essentiellement des workshops, des spreadsheets que je vais donner, des règles, des audits qu'on fait, des choses comme ça. Voilà, on va être gâtés. Bon, Noël sera passé, mais ça sera la deuxième, la deuxième fournée des cadeaux. Trop bien. Mais franchement, merci Tony. Déjà pour le temps qu'on a passé ensemble sur ce podcast. Moi, ce que j'adore, tu vois, je le savais, en échangeant avec toi, c'est que à la fois en échangeant avec toi, j'apprends des trucs et je sais que la communauté d'entrepreneurs qui nous écoutent aussi. Et en même temps, là, j'ai une to-do list d'idées que je vais ramener dans la boîte parce que surtout, il y a des choses que par exemple, toi, ces sujets IA, ces sujets, c'est des trucs que tu sens, mais en fait, quand tu vois que quelqu'un l'a fait et que tu vois le résultat dans sa boîte, tu dis, ok, bon, c'est bon, là, j'ai plus aucune excuse, quoi. Exactement. Trop bien. Merci Tony. On se merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans quelques semaines pour la rencontre Mastermind à Chamonix. Voilà. Tu prendras le bonnet aussi. Il risque de faire froid, mais. J'ai vraiment trop hâte et je te retourne ici, Romain. C'était un vrai plaisir déjà d'échanger avec toi sur Fractional et tout ce qu'on a fait et encore plus sur ce podcast. Ça, c'était génial. J'ai adoré. Ça marche. À très vite, Tony. Salut Romain. Ciao.